Dimanche 16 avril, nouveau journal Afrique sur TV5 Monde. Bienvenue à vous. À la une, le message Urbi et Orbi du pape François. En ce jour de Pâques, depuis le Vatican, l'Afrique notamment était au cœur de son message de paix. Vous l'entendrez. Au Niger, difficile d'être éleveur de bétail, économie en berne, manque de pluie. Et face à la menace terroriste, les nomades ont dû s'adapter, changer de mode de vie. Et puis les mythologies africaines à l'honneur dans un livre de coloriage animé, une forme narrative entre papier, art plastique et numérique. À l'origine, une start-up, Wakatoon. Son fondateur est avec nous. Pierrick Chabi nous dira comment ça marche. La traditionnelle bénédiction à la ville et au monde, Urbi et Orbi, prononcée par le pape François depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre, comme pour Noël, Pâques, est l'occasion de lancer un message de paix, un tour du monde de bénédiction pour les pays en crise, à quelques jours d'une tournée africaine pour le souverain pontife. Puisse le bon berger rester proche des habitants du Soudan du Sud, du Soudan, de la Somalie et de la République démocratique du Congo. Au Gabon, la réaction du gouvernement après la sortie de Jean Ping. Le candidat à la dernière présidentielle ne reconnaît toujours pas les résultats du scrutin. En meeting hier, Jean Ping s'est présenté comme le président élu du Gabon, appelant Ali Bongo Ondimba à organiser rapidement la passation de pouvoir. Une simple opération de communication selon le parti au pouvoir. Nous considérons qu'il s'agit là d'une opération de com qui n'a pour seul but que d'entretenir l'espoir. Toutes les instances internationales ont reconnu, ou à tout le moins, ont pris acte de l'élection de M. Ali Bongo Ondimba comme président de la République gabonaise. Fuir pour échapper aux attaques de Boko Haram, une réalité pour plus de 200 000 personnes qui ont quitté leur maison au Niger et se retrouvent aujourd'hui à Difa et sa région. Une menace qui a très vite rattrapé les éleveurs de bétail, une population nomade qui n'a eu d'autre choix que de se sédentariser. Emmanuel Godard. Ces vaches n'ont pas grand-chose à manger ni à boire. Elles sont amaigries. Tani est éleveur. Avec sa femme, ils ont 7 enfants. Être éleveur dans la région du lac Tchad est devenu difficile. Les attaques à répétition de Boko Haram ont changé le mode de vie de ces nomades. Avant, quand il n'y avait pas la guerre, il y avait de l'herbe partout. Tu pouvais emmener tes animaux au Cameroun, au Tchad et partout au Niger. Tu étais libre de faire paître tes animaux. Mais maintenant qu'il y a trop d'insécurité, il n'est plus question de nomadiser. Maintenant, on sauve notre peau. Sédou, lui aussi, a dû quitter son village, en pleine nuit, pour échapper à une attaque des hommes de Boko Haram. Avant, il avait un cheptel de 50 têtes, des bœufs. C'est à cause de Boko Haram que j'ai fui. Il ne me reste plus que 2 vaches, 10 moutons et un âne. Mais je remercie Dieu du peu que j'ai, car là où je suis tranquille, je dors en paix. La plupart des éleveurs du Niger, du Tchad, du Cameroun et du Nigeria se retrouvent dans la région de Difa. Ici, la Croix-Rouge leur vient en aide. Le bétail sous-alimenté arrive avec des maladies. L'organisation propose vaccination et déparasitage. Et de l'alimentation pour bétail est vendue à des prix modérés. 1500 tonnes d'aliments bétail ont été placés dans l'ensemble de la région. Jusqu'à présent, les éleveurs continuent donc à venir des îles du lac, de la Komadougou aussi, d'autres pays voisins aussi. Donc il faut encore chercher d'autres solutions vraiment pour subvenir à leurs besoins. En plus du conflit armé, les éleveurs font face cette année à un manque de pluie flagrant. Et quand leurs bêtes sont en état d'être vendues, elles le sont à perte. En cause, la chute du Nera au Nigeria, marché traditionnel de vente de bétail.
Le Niger, où par ailleurs le chef de l'État a rencontré les syndicats étudiants pour désamorcer la crise universitaire après la manifestation de lundi dernier qui a fait un mort. Une enquête a été ouverte. Le campus de Niamey est fermé depuis. Mahamadou Issoufou s'est ainsi engagé à faire libérer la quasi-totalité des manifestants arrêtés ces derniers jours. Des étudiants qui protestaient contre une réforme prévoyant de durcir les conditions d'obtention des bourses notamment. À la sortie de la rencontre, réaction d'un des représentants syndical. Le président de la République a donné des instructions fermes pour l'ouverture du campus universitaire et que les prochains jours, des grandes décisions vont ressortir pour sanctionner tous ceux qui ont posé cette forfaiture vis-à-vis de notre organisation. La tuerie ne sera pas impunie. Justice sera rendue dans les prochains jours pour que l'âme des disparus puisse reposer en paix. Au Mali, après 38 jours de conflit social, fin de la grève des médecins, après de longues heures de négociations, un consensus a été trouvé, à savoir des primes revalorisées ou encore l'intégration des contractuels au sein de la fonction publique. Écoutez ce qu'en pense ce syndicaliste. C'est des revendications légitimes que nous avons posées sur la table du gouvernement, qui ne visent nullement une personne ou bien un gouvernement. Peut-être que le gouvernement est parti, c'est le hasard d'un calendrier qui a fait ça. C'est la première fois que les agents de santé aillent en grève jusqu'à 38 jours de grève. Donc c'était vraiment un combat, on était là pour sauver l'honneur. Et les agents de santé étaient décidés à aller au bout, même s'il fallait faire 2 ou 3 mois de grève. Heureusement qu'à 38 jours de grève, nous avons pu gérer le problème et vraiment c'était une victoire. Et ce matin, avant de commencer la réunion, nous avons chanté l'hymne national du Mali pour magnifier notre victoire. Voilà, le Mali, où par ailleurs la grève dans le secteur de l'éducation se poursuit. Des enfants des rues en plein Paris. Ils ont entre 9 et 16 ans, arrivés clandestinement du Maroc. Ils sont 40, 60, peut-être 100, des enfants livrés à eux-mêmes dans le 18e arrondissement, alcoolisés, drogués, parfois violents. Ils sont rejetés par les habitants de ce quartier de la Goutte d'Or. Les associations ne sont pas en mesure de les prendre en charge. Alors qui sont-ils? Sont-ils victimes d'un réseau de traite d'êtres humains? Clément Aline et Antoine Delpierre ont pu les approcher, bien que difficilement. Au cœur de la Goutte d'Or, quartier traditionnel d'immigration du nord de Paris, on les surnomme les enfants perdus. C'est dans ce square qu'ils se retrouvent, des mineurs entre 10 et 16 ans, totalement livrés à eux-mêmes, et le teint blafard, à cause de la colle ou des solvants qu'ils respirent, ces drogues propres aux enfants des rues. Méfiants, parfois violents, difficile de les approcher avec une caméra. Ils disent venir du Maroc, être passés par l'Espagne ensuite pour plusieurs mois. Mais comment, pourquoi ont-ils été forcés? On n'en saura guère plus ici. Une seule association est parvenue à les approcher, Hors la rue, qui a accueilli plusieurs de ces mineurs. Vous avez des repas collectifs qui sont organisés avec les éducateurs et les après-midi, diverses activités, ça peut être des cours de théâtre, ça peut être de l'art-thérapie. L'idée en soi étant vraiment de créer une accroche et un lien de confiance et commencer à mettre en place un projet personnel avec le mineur. Des mineurs déjà enfants des rues au Maroc ou qui le deviennent sur la route de l'exil. Au moment du fameux ring, où là il y a un espèce de passage, alors le ring ça veut dire le passage en fait en Europe, où là effectivement il y a une dimension collective qui se met en place et il y a aussi des phénomènes de mendicité, d'addiction voilà, qui s'installent. Donc là, effectivement, les premiers phénomènes, j'allais dire, d'enfants des rues se met en place à partir du Maroc. Il semble, après acquis, qu'il y a un deuxième profil d'enfants qui n'étaient pas en situation d'enfants des rues au Maroc et qui deviennent enfants des rues à leur arrivée en Europe. Une situation inédite à Paris, mais déjà repérée ailleurs en Europe, comme dans les enclaves espagnoles de Melilla ou Ceuta, où ces enfants des rues se comptent par centaines. Seuls, quelques poignées parviennent alors à passer en Europe. Dans les témoignages qu'on a recueillis de jeunes qui sont arrivés en France, par des chemins très détournés pour certains d'entre eux, il y a des longues périodes d'arrêt dans des pays de transit où ils se retrouvent pendant 3 mois, 4 mois, 7 mois, dans des conditions de clandestinité évidemment et dans des conditions plus ou moins violentes, à travailler pour un salaire de misère pour pouvoir payer le passage dans le pays suivant. Un phénomène de volatilité qui empêche toute mise à l'abri de ces mineurs et qui pourrait cacher, d'après les associations, des réseaux de passeurs ou de criminels. Le projet migratoire
qui était très établi pour les populations, j'allais dire, il y a encore quelques années, semble aujourd'hui beaucoup plus précaire. Et malheureusement, je crois que de plus en plus arrivent des situations en fait, de forme d'emprise qui se mettent en place et où on propose un projet migratoire à des personnes et qui du coup sont victimes d'une espèce de business. Sans même avoir pu choisir le pays dans lequel ils aimeraient s'établir, depuis une semaine, certains des mineurs marocains de la Goutte d'Or ont déjà quitté le territoire français. En Guinée, un colonel de l'armée a été arrêté pour commerce illicite d'animaux en voie de disparition. Une arrestation qui a permis la libération de ces animaux. 33 espèces désormais protégées ont ainsi retrouvé la vie sauvage. Laura Mousset. Crocodiles, tortues, cervales, ils retrouvent enfin la liberté et leur habitat naturel dans le parc national du Haut-Niger en Guinée. Ils étaient en cage depuis plusieurs années dans 2 zoos privés appartenant à un colonel de l'armée guinéenne. L'enquête, menée par l'association Ouara, Interpol et le ministère guinéen de l'Environnement, a duré 4 longues années, avant d'aboutir cette semaine à l'arrestation du haut gradé et de 3 de ses complices. 33 animaux ont été sauvés, mais certains sont très affaiblis. Je n'ai pas détecté de trop gros problèmes, mais il est très maigre. Il n'a pas beaucoup de muscles. On sent qu'il a été enfermé dans une cage trop petite pour lui et qu'il n'a pas mangé ce qu'il fallait. Si plusieurs espèces ont pu être relâchées rapidement, les chimpanzés, eux, devront rester au centre durant 10 à 15 ans, jusqu'à l'âge adulte, avant de pouvoir retrouver une vraie liberté. Les saisies d'animaux demandent une véritable préparation des équipes chargées de la protection de la faune. Ça se prépare longtemps à l'avance aussi, parce qu'il faut pouvoir manager les animaux, espèce par espèce. Et voilà, pour que tout se passe bien après la saisie. C'est beaucoup de préparation, aussi au niveau politique, surtout quand on a affaire à des cibles qui sont influentes, à des gens puissants, comme ce colonel qui est un haut gradé de l'armée. La Guinée est un haut lieu du trafic d'animaux en Afrique de l'Ouest. Ivoire, peau, ailerons de requins, mammifères vivants, les produits sont variés, vendus à l'international et tous issus du braconnage. Notre code forestier est très léger. Les sanctions, les gens préfèrent les subir, après revenir à la charge. Je crois que l'État devrait voir, alourdir un peu les peines, prolonger les temps de prison. Ces dernières années, les associations de protection de la faune travaillent en lien étroit avec les autorités guinéennes pour traquer braconniers et trafiquants. Un partenariat qui porte ses fruits puisque cette année, 2 autres grands trafiquants ont été arrêtés. L'ennemi, c'est la passivité de l'enfant devant les écrans. Et c'est lui qui le dit, Pierrick Chabi, fondateur de Wakatoon. Bonsoir. Bonsoir. Alors quel est le remède que vous proposez contre ce mal qui guette nos enfants ? Alors c'est assez particulier, donc ils baignent les enfants dans le numérique, dans les écrans, etc. On ne peut pas les enlever complètement, donc il faut qu'on trouve des moyens de doser en fait le numérique. Et donc pour ça, à vous ? Ma solution, donc c'est Wakatoon, c'est des coloriages sur papier qui se transforment en dessin animé. Donc ça se passe dans le monde réel et l'enfant a le sentiment de faire du numérique en étant dans le monde réel. Et tout ça pour que l'enfant soit créateur et non plus consommateur. D'où vous est venue l'idée ? Alors mon neveu, 7 ans, il y a 3 ans, passait beaucoup de temps devant les écrans à faire des choses interactives, passives, mais trop peu créatives à mon goût. Et je voulais que ses parents puissent collaborer avec lui, qu'il ne soit pas que dans son monde et qu'ils puissent faire des choses ensemble dans le monde réel, mais avec l'intérêt du numérique. Alors tout ça reste théorique. Moi, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Comment ça marche ? Alors c'est très simple. Là, je vous ai laissé un le livre. Bouquin de coloriage. Donc ici dans La forêt des monstres, donc qui est un livre. La première page, c'est une petite fille à colorier. Et là, vous êtes sur la page 4 avec des animaux. Il y a un petit oiseau. Vous avez un crayon jaune, c'est parfait. Vous allez pouvoir... Et donc je colorie, par exemple, je fais un coloriage, voilà. Je colorie le petit oiseau en jaune. Et avec le téléphone, où est installée l'application Wakatoon, vous allez prendre en photo, très simplement, ce dessin. Petite photo. Et là, vous appuyez sur le bouton play. Play, et c'est parti. Donc la petite fille coloriée page 1 s'anime dans le décor colorié page 2. Et il y a du son aussi, hein. Vous entendez ? Et les oiseaux que je viens de Exactement, c'est le vôtre. Mais c'est super. C'est super, ça. C'est un vrai jeu d'enfant, en fait, de colorier avec Wakatoon. Oui, c'est très simple. C'est très simple pour les enfants et pour les parents. Quel est ce cri ?
Alors, Waka, elle continue à raconter la petite histoire. Donc, Waka qui vient du Yoruba et qui est une langue parlée au Bénin et qui veut dire... Waka, c'est viens, on va. Donc, Waka Djaou, par exemple, c'est venez, on va manger. Et donc Wakatoon, c'est venez, on va tooner, donc toon de cartoon pour les dessins animés. Le Bénin, un pays dont vous êtes originaire, et c'est donc tout naturellement que l'héroïne de votre 5e et dernière histoire, Et si dans la forêt des monstres, se passe dans le golfe du Bénin. Racontez-nous. Alors le golfe du Bénin, c'est large, c'est plusieurs pays de la côte. Et donc Marguerite, donc, qui est l'auteur de cette histoire, a proposé Qui n'est autre que l'auteur également de Aya de Yopougon. C'est vrai que je l'appelle comme ça, mais ouais, c'est Marguerite Aboué, c'est la maman de Aya de Yopougon pour tous ceux qui nous écoutent. C'est très important. Et c'est aussi une autre Afrique que vous nous racontez là, celle qu'on ne raconte pas souvent peut-être. Effectivement, les créatures fantastiques de l'imaginaire africain sont absentes de la littérature jeunesse. Quasiment absentes, et l'idée c'était de combler ce vide. Marguerite Aboué, que j'ai contactée pour écrire cette histoire, a accepté le défi. On a aussi fait appel à Ouli Matagé, qui fait de la recherche en science-fiction africaine pour alimenter ce contenu et créer cette histoire avec ce nouveau média, donc interpellé sur de nouveaux contenus, proposer à la fois... On a une nouvelle forme, profiter de cette nouvelle forme qui intéresse beaucoup de monde pour amener des nouveaux contenus qui sont rares. Et où est-ce qu'on peut trouver vos livres? Alors nos livres, ils sont en vente sur le site Wakatoon, donc wakatoon.com, mais on s'efforce en fait de le rendre accessible dans les pays africains, notamment francophones. Et par exemple, donc, on travaille avec des centres culturels, comme au Bénin, la Fondation Zissou, ou au Sénégal, Joko Kids, ou à Abidjan, Livre pour tous, des associations pour permettre à des enfants d'y avoir accès. On essaye aussi de travailler avec des librairies locales, donc je leur lance solennellement un appel. Voilà, si vous voulez être redistributeur de nos livres, on en a plusieurs, contactez-nous via notre site. Et si je n'ai pas de tablette ou de smartphone, comment ça se passe? C'est vrai que Wakatoon, ça marche mieux avec l'application, mais justement pour pallier à ce manque-là, on coopère justement avec des centres qui accueillent, donc qui sont équipés et qui peuvent accueillir des enfants pour animer des ateliers avec eux. Et avant le Et si dans la forêt des monstres, il y avait aussi d'autres histoires? Oui, nous avons créé d'autres histoires, voilà, avec par exemple donc, sur le cirque, sur l'anglais et le français, l'apprentissage des langues, donc, qui est une dimension pédagogique qui n'est pas négligeable chez Wakatoon. On travaille avec le ministère de l'Éducation nationale en France, et pourquoi pas bosser avec d'autres ministères en Afrique. Et si vous aussi, vous voulez créer un dessin animé avec vos enfants, Wakatoon, que je vous invite à télécharger. Pierrick Chabi, merci d'être passé par TV5 Monde. Merci à vous. Une dernière image avant de nous quitter. Elle nous vient du Sénégal avec le coup d'envoi du marathon de Dakar, première édition. Sur la ligne de départ, plus de 13 000 coureurs venus du monde entier pour parcourir 42 km. Et chez les dames, victoire de la Kenyane Zedi Limo en 2h38 20 secondes. Et chez les hommes, première place du podium pour l'Éthiopien Kassau Bele en 2h18 et 22 secondes. C'est ainsi que s'achève cette édition que vous pouvez retrouver sur la page Facebook du Journal Afrique. À très bientôt sur TV5 Monde.